Très heureux de vous savoir, très nombreux devant vos postes récepteurs, peuples africains, partout dont vous le suivez. Ici, en Afrique, en Amérique, en Asie, en Océanie, en Australie, même en Europe, partout dans des îles du monde entier. Une fois encore, soyez les bienvenus à votre chaîne. Le Congo ne tombera jamais. KTJ News Monde en sigle dans votre journal. Sauvons l'Afrique. Moi, votre humble serviteur, toujours très heureux de vous présenter notre journal. Au sommaire, retenons qu'en France, la députée Mathilde Panot a fait une très grande déclaration contre Michel Barnier et sa politique avec le président français Emmanuel Macron. On va encore écouter l'ancien discours du président du Burkina Faso, Ibrahim Traoré. Il a parlé à long et à large au sommet ici Afrique sur les relations diplomatiques entre l'Afrique et la Russie. On va encore suivre le président sénégalais Diomaye Faye en visite en Albanie, Arabie Saoudite, pour raconter Riyad. C'est tout pour les titres. Une fois encore, soyez le bienvenu. Ouvrons notre journal, retenons que nous sommes au Soudan, 124 morts lors des raids de forces de soutien rapide à El Gezira. Souvent, c'est détaillé. Au Soudan, au moins 124 personnes ont été tuées par les forces de soutien rapide FSR dans l'état d'El Gezira lors d'un raid survenu vendredi. Cet incident tragique est l'une des attaques les plus meurtrières d'un conflit de 18 mois marquant une intensification de la violence dans la région. Les FSR ont mené cette attaque en représailles à des tensions récentes avec l'armée soudanaise, affirmant que celle-ci fournissait des armes aux civils dans la région. La situation à Gezira est alarmante avec des pillages, des meurtres et des déplacements massifs. Selon le comité de résistance de Oued Madani, ce raid a également fait 100 blessés. Le conflit qui a éclaté en avril 2023 a déjà provoqué le déplacement de plus de 11 millions de personnes et a entraîné une crise humanitaire majeure. Les FSR et l'armée sont accusés de crimes de guerre aggravant la souffrance de la population, alors que des appels à la protection des civils et à l'établissement de couloirs humanitaires se multiplient. La situation demeure extrêmement préoccupante. Quittons le Soudan pour le Mozambique. Retenons que contestation à la population après les élections présidentielles souvent. Ce vendredi, la capitale du Mozambique a été le théâtre d'affrontements entre la police et des manifestants, suite à la proclamation de la victoire de Daniel Chapo, candidat du Frélimo, lors des élections générales du 9 octobre. Malgré une large majorité obtenue par le parti au pouvoir, les résultats jugés contestables par les observateurs de l'Union européenne ont entraîné des manifestations dans les rues de Maputo soutenues par l'opposant Venancio Mondlane. Ce dernier, qui a officiellement obtenu 20% des voix, a appelé ses partisans à s'organiser via des applications de messagerie, déplorant un scrutin qu'il qualifie de volé par une commission électorale qu'il accuse de corruption. Parallèlement, la capitale a subi une panne massive d'Internet mobile compliquant la couverture médiatique des événements. Les manifestations, bien que sporadiques, témoignent d'un profond mécontentement face à ce que beaucoup perçoivent comme un favoritisme en faveur du Frélimo, le parti au pouvoir depuis 50 ans. Parlons de la guerre russo-ukrainienne. Retenons que Andriy Sybiab en Égypte pour promouvoir la paix et le soutien en Ukraine. Souvent cette vidéo. Le ministre des Affaires étrangères égyptien Badr Abdelhati a condamné l'offensive israélienne sur Gaza lors d'une conférence de presse avec son homologue ukrainien Andriy Sybiha. Les deux hommes se sont entendus sur le fait qu'aussi bien à Gaza qu'en Ukraine, il faut œuvrer pour restaurer un ordre mondial fondé sur le droit international. Nous n'avons cessé de répéter et nous maintenons que sans un cessez-le-feu et la fin des attaques quotidiennes dans la bande de Gaza, il n'y aura ni paix ni sécurité dans la région. La désescalade des tensions dans la région dépend étroitement d'un cessez-le-feu dans la bande de Gaza. Andriy Sybiha a estimé que l'invasion de l'Ukraine par la Russie est responsable de plusieurs crises mondiales et a annoncé l'organisation d'un sommet mondial pour la paix qui inclura des représentants russes. About the second Peace Global Summit, we are working. We are trying to make the date closer of conducting. Nous travaillons en vue de rapprocher la date du deuxième sommet mondial pour la paix. C'est pourquoi le soutien de certains pays tels que l'Égypte est vraiment crucial. Nous avons invité l'Égypte à prendre part au prochain sommet mondial pour la paix. Nous sommes également prêts à convier des représentants de la Fédération de Russie.
Second Peace Global Summit. Andriy Sybiha doit se rendre ce dimanche en Afrique du Sud dans le cadre d'une tournée arabo-africaine visant à promouvoir le plan de Kiev pour mettre fin à la guerre avec la Russie. Comme je vous ai annoncé à l'introduction que les présidents sénégalais Bassirou Diomaye Diomaye Faye en visite en Arabie Saoudite au Riyad. Suivant cette image. La nuit était déjà tombée sur Riyad quand l'avion de commandement ou langue de barbarie survolait la capitale saoudienne. Arrivé à l'aéroport international Roi Khaled de Riyad, aux environs de 19h heure locale, le président de la République et son épouse, la première dame Marikhone Faye, ont été accueillis avec les honneurs rendus par la garde royale. Une visite officielle qui devrait permettre au président Bassirou Diomaye Faye, pour sa première en terre saoudienne, de renforcer les relations bilatérales, mais aussi d'ouvrir de nouvelles perspectives au chapitre des liens historiques de coopération entre Dakar et Riyad. Le président Diomaye Faye va s'entretenir avec son Altesse royale Mohammed bin Salman Al Saoud, prince héritier et président du Conseil des ministres du Royaume d'Arabie Saoudite. Au-delà des rencontres bilatérales avec les hautes autorités saoudiennes, la visite officielle sera enrichie par sa participation à la 5e édition du forum Future Investment Initiative. Ça fait plus d'une année dont le président du Burkina Faso, le capitaine Ibrahim Traoré, a fait un grand discours devant le peuple du monde entier, même devant le président du monde entier au sommet Risso-Afrique. Alors, on va suivre dans les détails l'importance de ce discours du président Ibrahim Traoré dans le micro du Congo ne tombera jamais. Suivons. Camarade président Vladimir Poutine, camarade président chef d'État africain, camarade chef de délégation, bonjour. C'est un honneur pour moi ce matin donc de prendre la parole ici et de vous passer donc le salut fraternel du peuple du pays des hommes intègres. C'est aussi le lieu pour moi, avant tout propos, de rendre grâce à Dieu, Dieu Tout-Puissant qui nous a permis de nous réunir ici ce matin en bonne santé pour parler de l'avenir et du bien-être donc de nos peuples. Je m'en vais m'excuser auprès des anciens que je pourrais vexer dans mes propos à venir. Africanité oblige, les droits d'aînesse, je me dois de m'excuser. Camarades, j'ai quelques questions donc de ma génération, mille et une questions qu'on se pose. Mais nous n'avons pas de réponse. Et il se trouve qu'ici, nous pouvons laver donc notre linge sale parce qu'on se sent en famille. On se sent en famille en ce sens que la Russie est une famille aussi pour l'Afrique. C'est une famille parce que nous avons la même histoire. La Russie a consenti d'énormes sacrifices pour libérer le monde du nazisme pendant la Seconde Guerre mondiale. Les peuples africains, nos grands-pères, ont été déportés de force aussi pour aider l'Europe à se débarrasser du nazisme. Nous partageons la même histoire en ce sens que nous sommes les peuples oubliés du monde. Qu'ils soient dans les livres d'histoire, dans les documentaires ou films, on tend donc à balayer le rôle prépondérant qu'a joué la Russie et de l'Afrique dans cette lutte contre le nazisme. Nous sommes ensemble parce que actuellement nous sommes là pour parler de l'avenir de nos peuples, de ce qui va advenir demain, de ce monde libre auquel nous aspirons, de ce monde sans ingérence dans nos affaires internes. Nous avons les mêmes perspectives et je souhaite que ce sommet soit l'occasion donc de pouvoir tisser de très bonnes relations en vue d'un meilleur avenir de nos peuples. Les questions que mes générations se posent sont les suivantes, si je peux me résumer, c'est de ne pas comprendre comment l'Afrique, avec tant de richesses sur notre sol, avec une nature généreuse, de l'eau, du soleil en abondance, l'Afrique est aujourd'hui le continent le plus pauvre. L'Afrique est un continent affamé. Et comment se fait-il que les chefs d'État traversent donc le monde à mendier? Voici des questions que nous nous posons et que nous n'avons pas de réponse.
Nous sommes en République démocratique du Congo. Vous avez suivi ensemble avec nous depuis il y a un mois passé, dont le ministre de la Justice et garde des Sceaux, Constant Mutamba, a vraiment libéré beaucoup de détenus. Aujourd'hui, on va parler des conditions de vie des prisonniers de la prison centrale de Makala. Mouna Adior, à vous l'antenne. Les conditions de vie dans la prison centrale de Makala inquiètent. Le principal pénitencier de Kinshasa, la capitale congolaise, compte actuellement environ 15 000 détenus, alors qu'il ne peut accueillir que 1500 personnes. Conséquence, les prisonniers doivent s'entasser les uns sur les autres. Aussi, des organisations qualifient-elles cette prison de mouroir. La vie à Makala est jugée inhumaine par Stanis Boujakera. Le journaliste congolais y a séjourné pendant des mois. Sur les réseaux sociaux, il diffuse des vidéos qui dépeignent l'enfer dans lequel la population de cet univers carcéral est plongée. Le ministre congolais de la Justice parle des images anachroniques, rejetant les allégations sur les mauvaises conditions de vie à Makala. Constant Mutamba évoque des initiatives en cours pour tenter de désengorger les prisons congolaises dans la libération des prisonniers, au cas par cas. Restant toujours dans ces mêmes chapitres, mais citons maintenant le même pays, mais d'autres problèmes. Après la pluie, c'est le beau temps, dit-on, mais en République démocratique du Congo, c'est le contraire. Beaucoup de villes ou de quartiers en RDC sont inondés après la pluie diluvienne. Suivons cette vidéo. Le fleuve Congo est sorti de son lit à Kinshasa, la capitale de la République démocratique du Congo, submergeant la majeure partie de la cité. Cela s'ajoute aux inondations meurtrières et massives en RDC, qui aurait déjà coûté la vie à plus de 300 personnes dans tout le pays. À Kinshasa, le niveau du fleuve Congo atteint 6,2 mètres, soit presque le record établi en 1991. Les autorités font état de milliers de bâtiments inondés. Les agences humanitaires mettent en garde contre la propagation des maladies d'origine hydrique. Quittons la RDC pour l'Haïti. Retenons que Leslie Voltaire promet de mesurer contre la volonté des gangs à Port-au-Prince. Nous sommes au capital. Suivant. En Haïti, la situation se détériore chaque jour, les gangs poursuivant leur volonté de contrôler Port-au-Prince, notamment le quartier de Solino, qui est sous attaque depuis la semaine dernière. Les résidents fuient en masse, cherchant désespérément à échapper à la violence croissante. Marie-Hélène Gilles, directrice d'une ONG de défense des droits de l'homme, estime que les habitants de Solino sont pris au piège. Comme nous l'avons vu, les gangs deviennent plus arrogants. Ils annoncent leur objectif et leur rêve de bloquer le pays en chassant tout le monde des quartiers sans que les gens ne sachent où aller. Aujourd'hui, ils attaquent Solino. Ce vendredi, des coups de feu résonnaient encore à Solino où une coalition de gangs connue sous le nom de Vivre Ensemble, qui signifie vivre ensemble, sème la terreur. Edina Guéline a dû trouver un refuge loin de chez elle pour protéger ses enfants. Je suis ici parce que dans mon quartier, les gangs incendient les maisons. Nous n'avions pas la paix. Les balles pleuvaient sur nous et frappaient le toit en zinc de ma maison. Nous ne pouvions plus rester là, alors nous sommes venus ici. Le président haïtien par intérim, Leslie Voltaire, a tenu une conférence de presse pour aborder cette montée de violence. Ceux qui sèment la terreur, aussi bien que leurs soutiens et leurs complices, doivent s'attendre un jour à l'autre à recevoir la réponse proportionnée de la part des forces de l'ordre. Malgré les efforts des policiers haïtiens pour contenir ces attaques, les habitants réclament le retour des forces armées d'Haïti pour renforcer la sécurité. La députée française Mathilde Panot s'est attaquée depuis il y a presque un mois contre la politique du Premier ministre français Michel Barnier et contre la politique du président français Emmanuel Macron. On va suivre dans le Parlement français les discours de Mathilde Panot contre les deux personnalités politiques suivantes. La fortune et la taxation des super-profits. Et vous proposez des retraités à la place des professeurs et préparez la pire cure d'austérité jamais vue dans le pays. Après avoir méthodiquement vidé les caisses de l'État à coût de 60 milliards d'euros par an de cadeaux fiscaux aux plus riches et aux multinationales, vous voilà à dire aux Français qu'ils doivent payer. Où allez-vous trouver cet argent dont vous nous avez privés? Dans les hôpitaux, dans les écoles, dans les associations? Le peuple vote pour l'égalité des droits. Et voilà devant nous le pire gouvernement des réactionnaires. L'année de l'inscription du droit à l'avortement dans la Constitution
Vous nommez 5 ministres qui n'ont pas voté la protection constitutionnelle de ce droit. La moitié de vos ministres se sont opposés au mariage pour tous, à la PMA ou encore aux droits des personnes transgenres. Pas étonnant puisque vous-même, monsieur le Premier ministre, avez voté contre la dépénalisation de l'homosexualité, contre le Pacs ou encore contre le remboursement de l'IVG par la sécurité sociale. Nous ne vous craignons pas, car vous n'avez plus aucune légitimité politique alors que vous rampez devant l'extrême droite. L'extrême droite a été repoussée par une mobilisation citoyenne inédite, venue déferler des cités populaires, de la jeunesse consciente pour son pays, des précaires et des têtes dures. Oui, la République a été sauvée par celles et ceux que vous aimez appeler les gens d'en bas, monsieur le Premier ministre. Par millions, nos concitoyens se sont déplacés et ont voté pour dire que la République tenait à son peuple et que son peuple tenait à la devise qu'il a partagée au monde entier, liberté, égalité, fraternité. Et vous voilà, monsieur Barnier, avec votre gouvernement macrono-le péniste dont votre ministre de l'Intérieur est la figure abjecte. Car ça y est, nous y sommes. Un ministre régalien de l'État met directement en cause l'état de droit, et ce alors que l'une de ses fonctions est d'être le garant du libre exercice et du respect des libertés publiques. Bruno Retailleau se réjouit parfois, je cite, des belles heures de la colonisation. Quand il s'ennuie, il reprend cette expression pétainiste des Français de papier, et lorsqu'il est à son apogée, le voici qui parle de régression aux origines ethniques d'une partie de nos concitoyens, reprenant volontiers les théories racistes qui ont tant prospéré au XXe siècle. Les Républicains, à en entendre cet éminent représentant, ont déserté la République depuis longtemps. Je le dis aux collègues élus du mouvement démocrate de Renaissance ou d'Horizon, si vous ne censurez pas ce gouvernement, vous trahissez le sens du vote du 7 juillet et vous acceptez que de tels propos racistes, violents et anti-républicains puissent être récompensés par l'attribution de l'un des plus grands ministères du pays. Si vous ne censurez pas ce gouvernement et la seule présence d'un homme qui a tenu ces propos y suffit, vous aurez et la honte et le déshonneur. C'est le sens de ce qui est arrivé au ministre de l'économie. Comprenons... Quittons la politique pour la religion. Retenez que nous sommes au Vatican, précisément à la capitale cité des Vaticans, là où les synodes se clôturent sont percés et majeurs pour l'égalité des femmes. Suivons cette vidéo. Le processus de réforme de l'Église catholique initié par le pape François et poursuivi sur plusieurs années s'est conclu ce samedi avec la publication d'un document de 51 pages issu du synode, marquant la fin d'un mois de débat au Vatican. Un des points les plus débattus a été l'accès des femmes au diaconat, un ministère aujourd'hui réservé aux hommes qui permet de célébrer baptêmes, mariages et funérailles, mais pas la messe. Le document final sera reçu avec beaucoup de déception et de frustration par de nombreuses femmes dans le monde qui espèrent des changements concrets. Ce document offre des formules très généreuses sur l'égalité des femmes, mais ne propose aucune mesure concrète pour les mettre en œuvre. Au sujet de la question des femmes diacres, le texte dit qu'une étude plus approfondie est nécessaire. À mon avis, les femmes du monde entier rejettent ce principe. Bien que la question reste ouverte, le document final ne se prononce pas en faveur de l'ordination des femmes comme diacres, affirmant seulement qu'il est urgent de poursuivre le discernement sur ce sujet. Le Saint-Père n'a pas dit que les femmes seront ordonnées diacres. Il n'a pas dit que les femmes ne seront pas ordonnées diacres. Il a simplement dit que la question reste ouverte. Elle doit être étudiée. Et selon ce que j'ai compris, il s'agit d'abord d'examiner ce que les femmes ont fait dans l'histoire et ce qu'elles peuvent faire dans l'Église en termes de gouvernance, de responsabilité, rituels, communautaires, et ainsi de suite, sans pour autant avoir reçu l'ordination. Les 368 participants issus de divers horizons et incluant des femmes ont pris part au débat, marqué par des divisions sur la place des femmes, avec 97 voix contre et 258 voix pour les propositions liées à leur rôle. C'est par ces numéros que nous bouclons notre journal de séjour, mais avant tout, passons au rappel des titres. Sommaire, retenons qu'en France, la députée Mathilde Panot a fait une très grande déclaration contre Michel Barnier et sa politique avec le président français Emmanuel Macron. On va encore écouter l'ancien discours du président du Burkina Faso, Ibrahim Traoré. Il a parlé à long et à large au sommet ici Afrique sur les relations diplomatiques entre l'Afrique et la Russie. On va encore suivre le président sénégalais
Diomaye Faye en visite en Albanie, Arabie Saoudite pour raconter Riyad. C'est tout. Pratiquement arrivé à la fin de notre journal. Merci pour votre réelle attention, peuples africains, partout dont vous venez nous suivre. Ici en Afrique, en Amérique, en Asie, en Australie, en Océanie, partout dans les îles du monde entier. Quant à moi, je vous dis merci, restez branchés sur notre antenne, nos programmes. Pour ne rater aucune de nos informations, visitez notre chaîne YouTube KTJ News Monde, le Congo ne tombera à jamais. Quant à moi, je vous dis merci et rendez-vous au prochain numéro. Bye.